Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. La chaleur commence à arriver. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut, mon Alex. Comment ça va? Ça va bien, ça va aller mieux si Marcel Larocque gagne. Ah, tabarouette. Et qu'on aimerait ça, hein? Ça s'en vient, là, c'est en fin de semaine? 6 et 7 mai, Ouais. qu'on peut voter pour l'Arena Marcel Larocque. On rappelle que l'Arena Marcel Larocque est dans les 4 finalistes au Canada pour remporter 250 000 ainsi qu'un match hors concours de la Ligue nationale. Alors, ce n'est pas un vote juste pour les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs. C'est un vote du Québec qu'on a besoin, Oui, Alex. monsieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voter à volonté. Alors, on invite les gens à le faire. L'appel est lancé. On veut tout ça à Marcel Larocque. Et nous, si ça arrive, bien, c'est sûr qu'on va aller faire une émission spéciale Écoute, on n'est pas fous, là, tu sais. en direct de Marcel Larocque. Deux fous d'une poche. Alors, on va voter. C'est sûr qu'on va y être. Écoute, je veux que tu nous parles aussi. Il y a une compétition régionale. C'est quoi c'est? Parce que t'écris tellement bien. C'est Oui, c'est l'Estival l'Estival Rive-Sud. Rive-Sud. C'est le club de patinage artistique de Saint-Jean. Ce sera au Colisée Isabelle Brassard les 14 et 15 mai. Ouais. Alors, on nous a écrit pour en parler. Alors, merci d'avoir pris la peine de nous écrire. Alors, on invite les gens à aller assister à un beau spectacle de patinage artistique. C'est une compétition également. Alors, ça se passe du côté du Colisée Isabelle Brassard les 14 et 15 mai. Je te dirais qu'on est pas mal là-dedans, hein, les espèces de spectacles de fin d'année au niveau patinage artistique. Tu sais, les filles et les garçons ont tellement travaillé fort tout au long de la saison. Il y a eu des compétitions et là, de pouvoir démontrer leur talent devant parents, amis, c'est le fun. Oui, puis ça fait du bien. Là. Et ça fait quelques années qu'il n'y en avait pas eu, donc... J'ai animé ça à On quelques reprend ça. reprises, moi, il y a quelques années. Ça mon doit, cher. hein? Oui, quand même. J'ai eu bien du plaisir. François, écoute, on a posé, je pense, 4 questions dans l'émission au grand complet. Un verbomoteur de grande classe est venu nous rencontrer ici en studio. Tout un artiste, Christian Zbroka, qui est avec nous, ancien joueur de la Ligue nord-américaine Bien sûr. et un artiste bien reconnu au Québec. Et on passe 2 belles parties d'émission avec lui. Bienvenue à Sport Express. François, cette semaine à Sport Express, c'est un gars qu'on a connu ici à Saint-Jean dans le temps de la Ligue nord-américaine de hockey. On a scandé son nom quelques fois. Après ça, on l'a vu au niveau de la musique, prendre son envol également. Un gars rempli de talent. Christian Zbroka est avec nous. Salut! Salut, Chris. Merci de me recevoir. Un Ben, Joannais, merci. Alex, en plus. Exactement. En plus, tu as déménagé. Hey, écoute, je veux juste faire un aparté parce qu'on tourne le mardi, les gens le savent. Ce sont les funérailles nationales de Guy Lafleur actuellement. Tu as fait sur les réseaux sociaux un beau vidéo qui a touché bien des gens. C'était quoi pour toi, Guy Lafleur? Bien, je l'ai résumé un petit peu dans cette lettre-là. En même temps, ça venait vraiment du cœur parce que ça a changé le hockey a changé ma vie, comme pour plusieurs millions de Québécois. Quand j'étais jeune, mon père, c'est un immigrant italien qui ne connaissait pas encore la culture sportive québécoise, surtout le hockey, quand il est arrivé de l'Italie. Fait que, mais il est tombé en amour avec les Canadiens de Montréal, puis il est tombé en amour avec Guy Lafleur. Puis moi, mes premiers souvenirs de la soirée du hockey, c'est les Canadiens, puis mon père avec son accent romain qui scande le nom des joueurs, dont celui de Guy. Et c'est ce qui m'a permis d'aller me coucher plus tard, certains soirs, pour justement être capable en troisième période d'aller voir, de regarder Guy scorer un dernier but avant que j'aille me coucher. Ça a été mon premier idole. Ensuite, les choses ont changé par la suite. C'est sûr que là, en vieillissant, bon, là, Gretzky est arrivé, tout ça, là, c'est tout à fait normal. Mais le premier joueur de hockey qui, moi, m'a donné envie de devenir un joueur de hockey professionnel, c'est Guy Lafleur. Fait qu'il a changé ma vie à plusieurs niveaux, dont celui de mon père, qui est une personne que... Mon père est mort il y a 20 ans. Puis, j'en reviens pas, depuis le décès de Guy, à quel point il a eu un impact positif sur les gens. On parle plus de la personne qui était que des buts qu'il a comptés. Puis ça en dit long sur la grandeur d'âme qu'il avait. Ça me dépasse. C'est Écoute, extraordinaire. j'écoutais, il ne peut pas être ici actuellement, mais j'ai écouté une entrevue à Radio-Canada avec Viggo Mortensen, qui, on le sait, je pense que c'est le gars d'Hollywood qui... Écoute, Toujours son chandail. Il a raconté qu'il avait le chandail du Canadien, un T-shirt sous sa cape pendant Lord of the Ring. Alors, il a tourné Lord of the Ring avec son chandail du Canadien. Ceci dit, il était en tournage à Vancouver, il ne pouvait pas, écoute, c'est des millions de dollars, il ne pouvait pas se déplacer. Et il disait, c'est sympathie à la famille. Mais lui, le français, il l'a appris, entre autres, à cause de la soirée du hockey. C'est fou, un des plus grands d'Hollywood qui a appris son français en écoutant Guy Lafleur. Ça me dépasse. Il était plus grand que son sport, mais il n'a jamais fait sentir personne
à un niveau différent du sien. C'est ça qui me touche le plus de Guy Lafleur. C'est que le temps qu'il a pris, justement, à changer la vie d'une personne à la fois, une poignée de main à la fois, une photo à la fois, une signature à la fois. C'est exceptionnel. Chris, on va inviter les gens sur ta page artiste Facebook pour ceux qui veulent aller voir cette vidéo que tu as faite qui est tout simplement magnifique. Je sais pas, tu as du talent, mais à chaque fois que tu fais quelque chose comme ça sur les médias sociaux, ça devient viral. C'est des centaines, des milliers de partages. Ça prend combien de temps? T'sais? Je sais bien que tu l'avais dans la tête, cet hommage-là, un peu. Puis, moi, je suis un grand fan de Christian, l'artiste aussi. Puis, tu parles souvent de ton père dans tes chansons. Là, tu veux un peu comme je vais rendre hommage à Guy, mais par le fait même, je vais faire un clin d'œil à mon papa, puis je rends hommage à mon père en même temps. Bien, c'est venu un peu, ça a fait d'une pierre deux coups. Premièrement, quand j'ai entendu l'annonce du décès de Guy Lafleur, j'étais en voiture. J'ai eu un choc. J'ai été très touché. J'ai versé des larmes, comme la plupart d'entre nous. Puis là, après ça, cette lettre-là a commencé à mûrir dans ma tête. Puis surtout dans mon cœur, parce que je vous le dis, là, ça a brassé beaucoup. Ensuite de ça, j'ai commencé à prendre quelques notes sur mon dictaphone de comment je percevais cette lettre-là, si jamais j'avais à lui écrire cette lettre-là et lui parler en personne, ce qui n'était plus possible. Fait que puis Pierre Gendron, un ami commun qu'on a, qui est mon meilleur chum, je lui ai dit, Pierre, j'ai envie d'écrire une lettre à Guy Lafleur. Il m'a dit, go! Fait que quand je suis revenu chez nous, ce soir-là, j'étais fatigué, j'avais une grosse semaine, je m'entraîne pour des triathlons aussi, fait que j'étais vraiment fatigué. Puis après un verre de vin ou deux, je me suis dit, c'est peut-être le temps de le faire. Fait que je suis descendu en bas dans le studio, puis moi, je suis up and running dans mon studio. Fait que je sors juste un micro, j'ouvre une caméra, puis je peux le faire rapidement. Fait que, mais j'ai ouvert un document Word, puis j'ai écrit la lettre. Fait que je me suis fait des notes. C'est comme si je voulais l'envoyer à quelqu'un. Puis une fois que j'ai fait la lettre, je me suis dit, OK, je vais l'enregistrer demain matin, quand je vais être en forme. Puis j'ai dit, non, je peux pas. Il faut que je le fasse maintenant, parce que je me sens en fleur de peau maintenant, puis il faut que je le fasse maintenant. Fait que j'ai printé ça, j'ai imprimé les feuilles, puis j'ai ouvert la caméra, puis je me suis lancé. Puis je me suis dit, advienne que pourra, tu sais. Puis ensuite de ça, j'ai dragué le vidéo dans mon projet Logic de mixage audio. Puis j'ai pris une de mes chansons que j'avais faites pour des shows de télé, Les légendes de la route, puis Viens-tu faire un tour à Radio-Canada. J'ai pris cette chanson-là, j'ai pris une chanson instrumentale, puis je l'ai mis en dessous, puis je l'ai mis une deuxième en dessous, puis j'ai fait « Alright ». Puis le lendemain, je l'ai posté. Puis j'ai eu un problème technique sur ma page artiste. En plus, la vidéo a été problématique. Sinon, je pense que ça aurait peut-être triplé le nombre de visionnements. Écoute, tu es le fils d'un Italien, tu l'as dit dès le départ, qui tripait probablement plus foot que hockey quand il est arrivé ici. Il a découvert cette passion-là et il l'a retransmis à son fils. Je veux que tu nous parles un peu de ta passion pour le hockey, de comment ça a débuté, parce que là, je suis sûr qu'il y a des gens à la maison qui vont se hockey des billes. Exactement. Tu as vu ses stats? Christian Sbroka, belle carrière dans le hockey junior, dans ces choses-là, avant d'arriver dans la Ligue nord-américaine. Parle-nous un peu de ton cheminement. Bien, comme tu l'as dit, ma mère vient du Lac-Saint-Jean, tu sais. Fait que là, on est 3 garçons dans la famille. Je suis le deuxième de 3 garçons. J'ai 2 ans de différence avec mon frère plus vieux, puis 6 ans avec le plus jeune. Fait que à 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, première paire de patins, premier coup de patin. C'est ma mère qui s'est occupée de ça. Donc, elle allait à la patinoire extérieure, mes patins, puis elle a vu rapidement que j'avais certaines aptitudes. J'étais capable de faire le comparable aussi avec mon frère, qui est un super bon joueur, mais elle voyait que là, tabarouette, non seulement j'aimais patiner, mais je ne vivais que pour ça. C'était une folie à mettre les patins dans la maison, comme beaucoup d'enfants aussi. Puis à l'âge de 4 ans, 5 ans, là, ils m'ont inscrit chez les bébites, puis j'ai commencé à être surclassé dès un jeune âge. Fait qu'à l'âge bébite, je jouais à novice, à l'âge novice, je jouais à tombe, à l'âge de tombe, je jouais à pee-wee. Fait que ça a été comme ça, tout mon hockey mineur. Le hockey mineur a été, pour moi, une belle école parce que c'est là aussi que moi, j'ai découvert que j'étais capable de faire une différence dans ce sport-là. En toute humilité, je le voyais. J'étais conscient Mais après ça, tout s'est estompé à l'âge bantam où tout le monde a commencé à grandir, devenir des hommes en puberté, tout ça. Et moi, ça a tardé. Non seulement ça a tardé, c'était pas une question juste de grandeur, c'était une question de force physique, c'est une question d'explosion. J'avais pas de shot, j'avais pas de vitesse, puis j'étais tout petit. Fait que là, toutes les années de domination se sont comme évaporées. Puis là, je suis sorti complètement du radar d'un potentiel joueur professionnel. On va s'entendre, surtout dans tes années. C'était... Écoute, fin 80. C'était des joueurs. C'est ça qu'on regardait. Là, tu as joué contre plein de grands joueurs. Les meilleurs. Fait que là, au camp d'entraînement du Bantam 2A, où j'avais gagné le championnat des compteurs du Bantam 2000 l'année d'avant, au camp d'entraînement du Bantam 2A, en fait, ma première année Bantam, j'ai été coupé à la première pratique du Bantam 2A, puis j'avais fini premier compteur de la Ligue Pioda l'année d'avant. Fait que ça a été un gros choc. Fait que l'humiliation,
Est-ce que je méritais de faire l'équipe? Ça, c'est pas important, mais ça a été, tu sais, ils ont coupé 80 joueurs la première journée, puis je faisais partie des 80 joueurs. Les joueurs riaient de moi dans la chambre. Parce qu'ils disaient à Sbroka, t'étais bon. Fait que ça a été dur. Fait que ça a pris du temps. J'ai fait le midget 3 sur la peau des fesses. C'est pas eu vraiment une bonne saison. J'ai pas été repêché junior majeur. J'ai même pas été invité junior majeur. Fait qu'à un moment donné, pendant l'été, j'ai eu un appel, puis il y a quelqu'un qui me dit, ça te tente-tu d'essayer de venir jouer au cégep Dawson pour te faire voir, pour potentiellement peut-être jouer dans la NCAA, aux États-Unis. Universitaire américain. Fin 80, début 90, c'est pas beaucoup de Québécois qui reçoivent des scholarships pour jouer aux États-Unis à ce moment-là. Puis moi, je dis oui, ça m'intéresse. Premièrement, j'ai pas d'autre option. Puis je dis oui. Fait que j'y vais. Après quelques mois, je me fais voir où tu penses. Au Collège militaire royal, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un coach de l'Université du Massachusetts qui est au match. On gagne 7-1, je joue une game ordinaire, mais il a aimé ce qu'il a vu sur le power play. Je feedais des joueurs droitiers sur le one-timer, puis ça donnait qu'eux autres, ils avaient besoin d'un gaucher qui feedait leur meilleur compteur one-timer droitier. Et ils sont venus me voir encore de timing, hein? Ils me voient une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Ils n'ont pas pris de chance. Puis là, Bruce Crowder, le coach en chef, qui est le frère de Keith Crowder, est descendu à Montréal. Il est venu me voir jouer. Puis après ça, bien, il a envoyé un autre coach. Il a fait 20 heures de route. Il partait de Sudbury dans une tempête de neige. Il est arrivé chez nous à minuit le soir. Il était supposé arriver à 6 heures. Il est arrivé à minuit. Puis c'est là qu'il m'a offert un scholarship. Fait que je suis parti pendant 4 ans. Puis ma vie a changé à partir de là. Études payées, puis tu faisais ta Oui, mais passion. ma vie a changé aussi parce que physiquement, j'étais un late bloomer. Fait que je suis arrivé comme un petit garçon frêle. Puis en l'espace d'1 an ou 2, j'étais devenu une machine. Je m'entraînais comme un train. Ma vitesse, j'étais le plus lent de l'équipe en arrivant. Puis 2 ans plus tard, j'étais un des plus vite de la Ligue. Puis on se demande encore où est-ce que ça s'est passé, ça. Mais ça se passe beaucoup dans la tête. Quel témoignage pour les jeunes qui Ça se passe beaucoup dans la tête. J'ai eu cette même réflexion-là avec 2 de mes filleuls. Le fils de Pierre Gendron, puis le fils de mon frère qui habite au Texas. Puis je leur ai donné le truc que moi a changé ma vie par rapport à la vitesse. Les 2 ont commencé à l'appliquer, puis je vous dis, les 2 ont gagné 15-20 % de vitesse en l'espace d'une semaine. Il y en a un, il dit, j'ai gagné 15 % du jour au lendemain. Fait que ça se passe beaucoup, beaucoup dans la tête. C'est Paul Correa qui m'a mis cette graine-là dans la tête pendant que je jouais contre lui. Il était tellement bon, puis il était tellement explosif que du jour au lendemain, moi, j'ai fait comme, pourquoi que j'avance pas sur la glace? Faut que j'imite qu'est-ce que lui fait. Puis en entrevue, il a dit qu'est-ce qu'il faisait pour patiner vite. Je l'ai pris, je l'ai appliqué dès le lendemain, j'ai commencé à exploser sur la glace. Le monde, il faisait comme, ce qui se passe? Il s'est passé quoi dans la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis quand je revenais au Québec, il y avait même des rumeurs là, que je prenais des substances et tout ça parce qu'il y avait tellement eu une différence de force et de vitesse, les gens pensaient que j'avais triché. Je jure solennellement que ça n'a jamais été fait. C'est vraiment dans la tête, puis dans le focus, puis dans la hargne de vouloir s'améliorer puis de travailler. Je suis content que tu en parles parce que ma fille joue dans un certain élite. Puis honnêtement, des fois, je me trouve qu'elle se met tellement de pression, pas juste elle, tout le monde. C'est fou comment tu essaies de leur parler. Puis des fois, c'est au-delà du talent, c'est dans la tête. Mais de gérer ça pour des jeunes de 13-14 ans, des fois, je me dis, il me semble qu'on n'avait pas ça quand on était beaucoup plus de jeune. stock. Maintenant, on dirait que cette pression-là vient beaucoup, beaucoup plus jeune. L'accès aux réseaux sociaux, puis l'accès aux stats, l'accès aux salaires, l'accès... Tout le monde qui partage bien les affaires. Fait que là, automatiquement, tu te compares. Tu sais, des jeunes qui font des trick shots, qui se passent le puck un peu partout. Avant, tu le voyais pas. Dans mes années, moi, j'en faisais, mais personne ne savait que j'en faisais, à moins que tu jouais dans mon équipe. Puis là, tu me voyais faire des trick shots, des pratiques, puis une fois de temps en temps dans les games, mais ça se partageait pas sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand tout le monde partage quelque chose, ce que ça fait, c'est que la barre devient haute, puis là, tout le monde se met de la pression. Automatiquement. On va s'arrêter. Je veux que tu nous parles rapidement au retour de tes années ici à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que tu as fait la pluie et le beau temps dans la Ligue nord-américaine de hockey. Mais au niveau également, écoute, c'est tout qu'un artiste. Moi, dans Elles étaient 5, là, ce film-là, la trame musicale, c'est venu me chercher. C'est un film qui a déjà plusieurs années, mais qui est encore très, très... Je pense que chaque personne devrait voir ce film-là. Moi, j'ai des filles, puis il faut que je regarde ce film-là avec des filles, c'est sûr et certain. C'est un beau film, tu en as fait partie. Je veux qu'on en parle parce que c'est fou à quel point tu es un talent extraordinaire, qu'on connaît peut-être, je pense qu'il faudrait l'amener à un autre niveau, Christian Sbroka. Ah, absolument. Et avec une pub également que je veux qu'on nous prépare aussi à la fin de l'émission. Donc, bougez pas, on revient avec Christian Sbroka. Après tant d'années de haine et tant d'années de peine, on dit que pour survivre, on doit réapprendre à vivre. Pris dans une cage de braconnage, nul n'est à l'abri du diable. C'est bien dommage, le mal passait par là. Après tant d'années d'efforts,
Les boys, il reste 11 minutes, ça passe tellement vite. Et je veux qu'on parle de ton côté artiste parce qu'il est extraordinaire. Mais d'abord, il faut parler de ces années-là de la Ligue nord-américaine de hockey ici, les fameux vendredis soirs au Colisée. Isabelle Brasseur, toi, tu l'as connu du côté du Mission. Nous aussi, on l'a connu après ça avec les Summum Chiefs. Ouais. C'était quoi jouer à Saint-Jean le vendredi soir? Moi, j'ai adoré. En fait, ça a été ma place préférée dans la Ligue nord-américaine. J'ai adoré Sorel aussi. Laval, ça a été quelque chose d'autre. Mais mon endroit préféré, puis les endroits où je me suis senti le plus en contrôle, puis le plus en forme, malgré que techniquement, c'était mon après-carrière. Ouais. Je jouais professionnel au hockey, mais techniquement, je me concentrais aussi à la musique. Mais les 2 années où je me suis senti le mieux sur la glace dans la Ligue nord-américaine, c'est les années ici à Saint-Jean. J'ai trouvé que les fans étaient hyper respectueux également. Il faut dire qu'on était chanceux parce qu'on avait des bonnes équipes, il y avait beaucoup de monde dans les estrades. Ça change beaucoup aussi la dynamique. Hein? Tu t'en viens, tu as du fun à jouer avec une ambiance comme ça. On était tough également. Les fans il y avait le luxe d'avoir des bons joueurs de hockey, puis il y avait le luxe aussi d'avoir des super bons bagarreurs. Puis on sait bien que c'est un mélange de tout ça qui ont fait le succès de la Ligue durant ces années-là. J'ai beaucoup, beaucoup aimé mon passage à Saint-Jean. Puis quand je venais, je me disais, hey, c'est une belle place pour rester. Puis par pur hasard, 10 ans plus tard, j'ai acheté une maison ici. Ouais. Rapidement, Christian, tu sais, tu as joué au hockey professionnel, tu as joué aux États-Unis, tu as joué en Europe aussi, on n'en a pas parlé. Ouais. Tu voulais arrêter le hockey, te concentrer sur ta carrière de musicien, d'artiste. Qu'est-ce qui a fait que finalement, tu as eu le déclic de dire, ben, je peux bien aller essayer à la Ligue nord-américaine? C'est parce que c'était accessible. La première game que j'ai jouée, c'était avec les Chiefs. À ce moment-là, c'était de l'argent dessus de la table. Ben, une coupe de scène, une coupe de pièces à gauche puis à droite. Puis j'ai trouvé que le calibre était quand même assez intéressant. Fait que ça me donnait l'occasion de garder la forme pendant que je m'occupais de ma carrière. Je travaillais sur mon premier album. Et là, après ça, ben là, le calibre a monté. Les salaires ont monté aussi. Fait qu'à un moment donné, c'est devenu difficile pour moi de laisser aller le hockey, surtout financièrement, que ça me donnait aussi une certaine liberté. Il y a la grosse argent là-dedans, dans ce moment-là. Oui, quand même, puis en fait, c'est ça le problème. C'est que moi, par rapport... Ça a ralenti ma carrière d'auteur-compositeur parce que quand tu cours après 2 lièvres en même temps, ben moi, je pense que la musique m'a arraché du hockey. Puis je pense que le hockey m'a ralenti dans la musique. Mais j'ai eu tellement de fun à faire les deux pendant toutes ces années-là que j'ai pas de regrets. Mais si j'avais juste focusé sur un ou juste focusé sur l'autre, ça n'aurait pas été pareil. Tout à fait. Je le sais. Je veux que tu m'en parles de cette carrière de musicien-là parce que probablement que les coéquipiers le savaient que tu grattais la guitare, les gens de ton entourage également. Mais moi, de l'extérieur, honnêtement, j'ai été complètement flabbergasté. D'abord, ta voix est extraordinaire, mais ton côté artistique, moi, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait longtemps que ça te suit? Depuis quand tu as mis les patins, tu as commencé à gratter la guitare aussi? En fait, mon père est un autre. Mon père jouait de la guitare et chantait. C'est le meilleur entertainer que moi j'ai croisé dans ma vie. Là. Fait que moi, j'ai grandi avec un père que les parties de Noël, les parties de Pâques puis du jour de l'an. Là. C'est un mélange du Lac-Saint-Jean avec l'italien. Fait qu'il faisait du folklore italien puis il chantait des chansons en québécois avec un accent italien. C'était phénoménal. Fait que moi, j'ai grandi avec ça. Je grattais un peu la guitare à 10, 11, 12 ans, mais c'était à l'âge de 13, 14 que là, wow! C'est passé de quoi? Découvert Cabrel, puis après ça, Bruel. J'ai commencé à gratter la guitare, puis j'ai commencé à chanter. Puis là, j'ai vu qu'il se passait de quoi avec mes chums quand je chantais. Puis à un moment donné, ben là, ça a explosé. Quand je suis arrivé à l'université américain, j'étais dans l'auto, j'étais en direction d'une pratique de hockey. Puis j'ai entendu une chanson en radio qui m'a complètement jeté par terre. Puis à chaque jour qu'on retournait, j'essayais de voir c'était quoi la chanson, tu sais. Puis là, finalement, j'ai trouvé c'était quoi la chanson. C'était Wonderwall de Oasis. Puis ça, pour moi, ça a été l'élément déclencheur qui m'a dit que c'est de la musique que je ferais dans la vie. Puis que peut-être que ma carrière de hockey serait plus courte. Et aujourd'hui, tu vis de ça, Christian. Incroyable, C'est hein? ton métier, hein? Oui. Je suis devenu tellement passionné de l'écriture, puis passionné de faire une différence, puis de toucher les gens. Puis je trouvais que si j'écoutais vraiment mon cœur, que j'étais plus en mesure de faire une différence en tant qu'être humain via les textes, puis via cette émotion-là, que via ma carrière de hockeyeur. Puis j'ai fallu que je fasse un deuil sur ma carrière de hockey à juste focusser là-dessus. Fait que c'est ça qui m'a amené vers la musique. Tu sais, des fois, en vieillissant, moi, juste avant la pandémie, je suis allé voir Céline. C'est con ce que je veux dire, mais je suis allé de reculons, je suis allé avec ma conjointe et tout ça. Finalement, j'ai passé un bon moment. Honnêtement, je vais pouvoir dire que j'ai vu Céline en show. Et là, après ça, je me rendais compte que, au-delà de connaître toutes les chansons, je connaissais les paroles également. Je sais à quel point c'est un monde macho, le monde du hockey. Comment tu disais à des gars de 15 ans, 16 ans dans la chambre de hockey que tu tripes sur Cabrel, sur Bruel? Ça doit pas être évident, là. Bien, j'ai été chanceux. Au Québec, j'ai pas senti d'animosité ou de jalousie ou de critique. C'est arrivé un petit peu quand je suis arrivé aux États-Unis. Puis pas par les Américains, par les Canadiens anglais. Les Canadiens anglais avaient déjà une crotte contre les Québécois francophones. Fait que j'ai subi du racisme systémique par les Canadiens et non par les Américains. Incroyable. Puis en plus de ça, quand ils savaient que je faisais de la musique puis que ça attirait l'attention, là, ça a amené une petite couche de plus de jalousie. Puis là, c'est sûr et certain que ça a brassé. J'ai eu des moments un petit peu difficiles. Traitais de non.
parce que ça pouvait avoir une connotation un petit peu plus l'artiste, donc il pouvait se permettre certains noms et tout. Mais bon, en bout de ligne, je suis sorti de là 4 années, puis j'ai gardé des amis que j'ai encore pour la vie, dont certains de ces gars-là qui m'ont donné un hard time au début, puis qui m'appelaient la grenouille. Mais la grenouille qui chante, la grenouille chanteuse, je les ai toutes entendues. Mais après ça, ces gars-là, c'est les premiers à venir à mes spectacles. Puis aujourd'hui, c'est mes grands chants. Je veux qu'on parle justement de tes projets, parce que oui, il y a plusieurs personnes qui t'ont vu en spectacle. Moi, à chaque fois que tu fais un show, je suis là. Je suis un grand fan. Mais tu travailles beaucoup dans l'ombre, je trouve. Tu écris pour d'autres artistes, tu écris pour la télévision. Parle-nous de ces projets-là. Ça, j'ai adoré faire ça. C'est pour ça que pendant plusieurs années, j'ai presque pas fait de spectacle. Ça a commencé par l'écriture d'une chanson pour Marie-Chantal Toupin, La guerre est finie, qui a été un super bon succès radio. Ensuite de ça, j'ai écrit pour Annie Villeneuve, j'ai écrit pour Marie-Lou, pour Mario Pelcha, Christian-Marc Gendron, qui est le pianoman du Québec, qui fait pianoman. J'ai écrit pour Christian-Marc Gendron plusieurs chansons. Je suis tombé en amour avec l'écriture pour d'autres. J'ai vraiment... Ça a été une grande découverte pour moi, que j'étais capable de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, puis surtout de co-écrire avec eux, puis de les amener dans un monde qu'eux autres n'avaient jamais visité. Surtout, la plupart du temps, ces interprètes-là étaient des interprètes seulement, puis ils n'avaient jamais touché au texte. Puis moi, je les amenais avec moi, je disais, regarde, on va le faire ensemble. Qu'est-ce que tu as envie de dire, puis comment tu as envie de le dire, puis on va le faire. Au lieu que je t'écrive une chanson, je te dis, hey, j'ai écrit une chanson pour toi. Je n'étais pas à l'aise dans ce contexte-là, j'aimais mieux le faire avec eux. Puis par rapport à la télévision, mais c'est un break. Mon ancien partenaire de studio, Richard Turcotte, l'animateur de radio des Grandes Gueules et de télé, a parlé de nous à un producteur télé. Puis le premier show de télé pour lequel j'ai fait la musique, c'est « Viens-tu faire un tour ». Mais ensuite, « Viens-tu faire un tour » à amener Équipé pour rouler. Équipé pour rouler a amené Un et Un, du cœur et des bras de Hugo Girard. J'ai fait la musique pendant 6 ans de temps de « Viens-tu faire un tour » à Radio-Canada avec Michel Barrette, qui a été un gros, pour moi, une belle business, le fun, puis plein d'émotions parce que le producteur et les réalisateurs capotaient sur la musique émotive. Parce qu'ils ramenaient le monde dans leur petit patelin d'antan, puis allaient à l'école où ils ont grandi, puis dans la maison où ils ont grandi. Fait que c'était des moments d'émotion. Puis ça ressemble beaucoup à ce que je fais. Fait que le fit était bon, tu sais. Il reste pas grand temps, mais je veux rentrer sur Elles étaient 5 parce que t'en as parlé. Quand on parle d'émotion, il reste 3 minutes. On va passer le pub à la fin. Juste avant Elles étaient 5, je veux savoir, je me suis toujours posé la question, quand tu es un gars qui écrit des tonnes d'amour, tout ça, qu'est-ce que tu dis à ta femme quand tu t'en vas en bas et tu écris une tonne? Il faut qu'il y ait un détachement. Oui, il y a un détachement, mais regarde, Alex, c'est pas juste des chansons d'amour, c'est des chansons d'introspection, puis c'est pas pareil. Okay. C'est pas parce que la trame narrative te donne un fil mélancolique que nécessairement c'est des chansons d'amour comme telles. Souvent, c'est des chansons d'amour de soi, ou des chansons de pardon, ou des chansons de souvenirs, puis une chanson d'aller peut-être dans une quête où on trouve une façon de devenir une meilleure personne puis de se pardonner. Puis moi, je travaille beaucoup de cette façon-là, plus que en déclaration d'amour. Je comprends. Tu comprends? Elles étaient 5. Là-dedans. Ouais, c'est un film extraordinaire. Ouais, tu fais partie de la trame sonore. Chanson thème. Chanson thème, ben oui. Écoute, ça a dû venir te chercher. T'as-tu voyé en masse? Ben oui. Puis rapidement, les frères Rémillard étaient producteurs de ce film-là. Stéphane Brien, l'ancien propriétaire d'émission, avait dit il faut que tu engages Christian pour écrire une chanson. Et il y croyait pas. Ils m'ont donné le film sur VHS, il durait 3 heures. Le film final dure 1h20. J'ai vu le film uncut. Toutes les scènes qu'ils ont dû enlever parce que c'était trop harsh. Imagine que tu as vu le film final, c'était dur. Moi, j'ai vu le film avant qu'il coupe toutes les autres scènes. Ça m'a bouleversé. Bouleversé. Puis c'est ça qui est sorti. La chanson Elles étaient 5. C'était la première fois que j'avais un mandat d'écrire quelque chose sur un sujet X. Puis j'en suis très, très, très fier. Je sais que ça a changé la vie de milliers de personnes. Des messages de gens qui voulaient suicider, qui ne se sont pas suicidés. Grâce à cette chanson-là, j'ai dû en recevoir des centaines. Des centaines. Fait que, tu sais, quand tu veux faire une différence, là, je pense que j'ai choisi le bon métier. En terminant, tu es bien impliqué avec Hockey Expert, Sport Rousseau, Sport Expert, tout ce groupe-là. Il y a des surprises qui s'en viennent. Mais je voulais absolument qu'on passe après l'entrevue. La pub que tu as fait pour Sport Rousseau, c'est de toute beauté avec les jeunes. Parle-nous rapidement avant qu'on passe cette pub-là à l'écran. Ils m'ont demandé si j'étais à l'aise à écrire, à faire la scénarisation, l'idéation puis la réalisation d'une pub de hockey. Puis j'ai accepté, bien entendu. Puis c'est là qu'on a eu l'idée de le faire avec 2 jeunes jumeaux. C'est 2 vrais jumeaux de Québec. Et en plus de ça, le timing est extraordinaire parce que le retour du hockey est à peu près en même temps. Alors, on a tourné avec 2 jeunes avec un talent extraordinaire, puis la trame narrative est autre chose que du retail. Alors, on vend rien et on fait juste parler de l'amour du sport et de la passion du sport. À nous de jouer. Le timing était bon, c'est devenu viral, presque 100 000 écoutes en quelques semaines. Fait que j'en suis très, très, très fier. Puis là, ça m'ouvre d'autres portes à faire de l'idéation puis de la réalisation de d'autres pubs de sport et d'autres pubs
point. Puis quand on parle de pub, c'est pas de la pub retail parce que moi, je touche pas à ça. Je veux vraiment faire de la pub Des émotive. émotions, hein? Juste ça. Mais on le sent. On aime ça. Tu sais, honnêtement, encore une fois, on sent ton émotion avec Passion, le piano, émotion. ta passion. Christian, merci énormément. Merci, Chris. Hey, Ça merci va aller d'avoir trop été. vite. Puis, On invite les gens à te suivre sur tes réseaux. Ouais. Puis on termine avec cette magnifique pub. Exactement. J'aime tellement ça, le hockey. Quand je joue, j'oublie tout. Je me sens bien, je me sens libre. Je me sens vivre. Je suis heureux. Je suis chanceux. Mes parents sont là. Ils nous supportent, mon frère et moi. Ma mère, elle nous encourage. Elle est toujours à l'écoute. Mon père, lui, c'est la même chose. C'est drôle, il dit souvent, tu sais, dans mon temps. Ouais. Mais la vie va vite. Faut qu'on en profite. Puis maintenant, ben, c'est notre moment. C'est notre temps. Puis on réalise plus que jamais. Notre destin nous appartient. Il n'y en a pas de limite. Puis il paraît que dans la vie comme au hockey, ça prend des bons patins. Puis il paraît aussi que, au hockey comme dans la vie, la chose la plus importante, c'est de jouer. Puis continuer à rêver. Entre amis, entre sœurs, entre frères, entre coéquipiers. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, le moment tant attendu que tout le monde attend, ta partie NASCAR. Moi, Alex, il y avait du NASCAR ce week-end. Il y avait du NASCAR en fin de semaine et lundi, Oui. tranquillement, pas vite, j'arrive dans le sous-sol, dans mon petit manscape, j'allume la télé et je vois des résultats de NASCAR. Tu sais qu'il y a plu en fin de semaine du côté... c'est où ça, Dryden? Est-ce On que ne pourrait tu pas sais? dire, Alex. Moi non plus. Dover. C'est dans le Dover, Delaware. C'était le Duramax Dryden 400. Ouais, on voit que tu l'as bien regardé. Est-ce que tu sais c'est quoi le Duramax Dryden? Quelle Absolument compagnie pas. c'est le Dryden? Absolument pas. On se pose tous la question ici. Louis est là-dessus actuellement. C'est Ken Dryden. Ken Dryden. C'est pas Chase Elliott qui a gagné? Ah, pas boy. Chase Elliott qui a gagné la course, c'est extraordinaire. Ricky Steinhaus. Oh. Ça, c'est un nom de steakhouse, hein? Ah ouais. Chez Steinhaus. Il me semble que j'irais manger Rush là. Chastain? Et Rush Chastain, notre préféré à tous ici, a terminé troisième. Merci François. Il y aura Merci, une course Alex. la semaine Oui. prochaine. C'est le Goodyear 400. Vous irez vérifier ça sur Internet. Merci François. Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye bye.